Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je suis dans un verger, là, tout est en fleurs au niveau des cerisiers. Donc, je vous montrerai ça après. Allez, c'est l'épisode 6, générique. Voilà, ça j'adore voir. Quand le monde agricole est ensemble, que ce soit arboriculteur, apiculteur, agriculteur aussi, forcément. Ça c'est joli à voir. Alors je ne sais pas si on va l'entendre à la caméra, ni si on va le voir. Mais là, il y a une quantité astronomique d'abeilles qui viennent butiner là. Très compliqué, on en voit. Mais je ne sais pas si vous avez le son. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des obligations au niveau des ruches. Donc sachez que vous soyez apiculteur amateur ou professionnel, ça vous êtes forcément au courant. Mais il faut absolument, même avec juste une ruche, vous êtes dans l'obligation de la déclarer. Alors c'est quelque chose qui est totalement gratuit, ce qui est rare déjà en France, donc faut le faire. Ça permet de recenser déjà toutes les ruches qu'il peut y avoir sur la France. Mais surtout la partie très importante, c'est au niveau sanitaire. C'est-à-dire que si on a un virus quelque part, comme de la loque américaine ou des virus qui peuvent arriver, hein, on ne sait jamais, on est à l'abri de rien avec tout ce qui est importation, mondialisation, etc. Donc en fait, ça permet de recenser les ruches, de les géolocaliser et en cas de gros pépins, de pouvoir prévenir tout le monde et de signaler et de pouvoir intervenir, quoi. Donc ça, c'est vraiment important à y penser. Sachez aussi que par rapport à chaque département, il y a aussi des règlements pour les implantations des ruches. Donc ça, c'est très important à suivre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les abeilles, c'est dangereux. Si on les met trop près des chemins, comme j'ai déjà vu l'année dernière, et c'est pour ça que je voulais faire un peu le thème de l'épisode, quelqu'un qui avait mis ses ruches à 2 mètres d'un chemin communal où il y avait énormément de promeneurs. Et là, c'est hyper dangereux, quoi. Faut pas non plus être idiot, quoi. On peut mettre ses ruches ailleurs quand même, il y a largement assez de place et on trouve largement assez de ruchers, quoi. Le jour où quelqu'un se fait piquer et qui est allergique et qui se retourne contre vous, je pense que ça coûtera beaucoup plus cher que ce que va produire vos ruches. Donc ça, c'est vraiment un élément où faut pas négliger. Donc regardez sur chaque département, vous avez tout le monde a sa réglementation, chaque département est différent. J'en ai survolé quelques-uns, alors bien sûr moi je regarde le mien chaque année pour voir s'il y a des changements ou pas, mais du coup j'en ai survolé d'autres, pardon, en préparant l'épisode, et je me suis vraiment rendu compte que chaque département a un petit peu sa réglementation, quoi. Donc ça, il faut faire attention à ça, et puis voilà, c'est quand même relativement important, surtout encore une fois en cas de pépin, parce que si vous ne respectez pas la réglementation, pensez bien que les assurances ne vont pas vous couvrir non plus s'il y a un pépin. Et justement, on va aller à l'agence GAN à Colmar, on va aller voir Doriana et on va parler d'assurance parce qu'il y a plein de petits points où quand j'ai échangé avec elle, j'ai proposé de pouvoir mettre tout ça en avant, de montrer aussi ce que c'était qu'une assurance pour les apiculteurs, enfin des assurances pour les apiculteurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de formules. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, faut vraiment échanger avec son assureur. Alors même si on est apiculteur amateur, vous verrez qu'il y a pas mal de subtilités. Donc je vous retrouve là-bas. Et puis on va échanger avec elle, elle vous expliquera tout. Allez, à tout de suite. Bon, bonjour Doriana. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui on parle des assurances des ruches.
Oui, Vous expliquer un petit peu en détail? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, aujourd'hui, l'assurance des apiculteurs, c'est un vrai sujet parce qu'on va retrouver les apiculteurs de loisirs et les apiculteurs professionnels. Les garanties vont effectivement différer qu'on soit en loisir amateur ou qu'effectivement on ait une plus grosse exploitation. C'est pour ça que je voulais vous voir et que vous avez donné un entretien pour dire à tout le monde et expliquer à tout le monde vraiment clairement le sujet de l'assurance, parce que peu de gens sont au courant. Les professionnels forcément, parce qu'ils sont obligés de s'assurer. Tout à fait. Mais en loisir, il y a quand même pas mal de petites choses où il faut faire attention. Quoi. Il y a des points effectivement à éclairer, notamment pour la responsabilité civile, qui est le point le plus important, on va dire le point général au niveau de l'assurance. Effectivement, il y a les assurances habitation qui vont couvrir une certaine partie des ruches, jusqu'à 10 ruches. L'emplacement, ça va dépendre des compagnies, ça va vraiment être au cas par cas. Donc c'est vraiment des clauses spécifiques qui se mettent dans les contrats d'assurance, surtout si les ruches sont hors de l'habitation. Donc ça doit vraiment être spécifié dans le contrat d'assurance, que les ruches qui sont à X ou Y endroit soient bien couvertes au niveau de la responsabilité civile. Ça c'est bien de le préciser par contre. Oui, que les gens pensent que c'est pas que... C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, il y a cette partie-là au niveau de l'habitation. Dès lors qu'on dépasse les 10 ruches, il faut passer sur un contrat professionnel. Donc un contrat bien spécifique qui va vraiment répondre aux besoins de l'apiculteur qui a plus que 10 ruches. Bon, bah là on a parlé du nombre de ruches, donc on a bien été clair qu'il fallait donner le nombre, jusqu'à 10 ruches, sinon c'est du professionnel. Tout à fait. Qu'ensuite, les emplacements, il fallait bien les spécifier aussi, parce que selon les compagnies, ça va être plus ou moins retenu. Voilà, il faut faire attention à ça, c'est pas juste des ruches à la maison. Tout à fait. Maintenant, on va parler de ce que couvre l'assurance. Au niveau de la responsabilité civile, du coup, il ne faut pas oublier qu'au regard de la loi, chaque apiculteur reste responsable en fait des dommages que ces abeilles pourraient causer aux autres. Donc effectivement, la responsabilité civile, c'est vraiment l'assurance obligatoire de l'apiculteur, justement pour tous les dommages qui pourraient être causés à des tiers. On va prendre quelques exemples, parce que ce n'est pas que forcément le dommage des abeilles, mais dans l'exploitation, ça peut être le voisin qui se fait piquer par l'abeille et qui fait une allergie. Ça peut être lors d'une foire ou d'un marché, l'étale qui tombe sur quelqu'un, ça rentre dans la responsabilité civile. Ou ça peut être aussi une intoxication alimentaire suite à l'achat d'une personne qui a consommé le miel. Donc tous ces éléments-là rentrent dans l'assurance responsabilité civile. Et donc ça, c'est vraiment l'assurance obligatoire, qu'on soit amateur ou professionnel. Ça, c'est important. Bon, maintenant qu'on a parlé de la responsabilité civile en brut, en général, on va dire, on va rentrer un peu plus dans le domaine professionnel. Parce que plus de 10 ruches pour vous, c'est déjà du professionnel au niveau des assurances. Tout à fait. Donc ça, on va le rappeler aux gens aussi, c'est important de le savoir quand même. D'accord. Parce qu'on appuie le loisir, c'est jusque 50 ruches. Oui. Il ne faut pas qu'ils considèrent qu'il reste apiculteur de loisirs au niveau des assurances et qu'il sera couvert jusqu'à 50 ruches. Effectivement, sur la partie matérielle, il va falloir faire attention parce que moins de 10 ruches, vous êtes couvert par votre contrat habitation. C'est-à-dire que vous avez également un certain capital qui est assuré dans le contrat habitation pour votre matériel professionnel. Ça, c'est propre à chaque compagnie. Il n'y a pas de capital fixe, c'est vraiment dans les tableaux de garantie et dans les conditions générales que tout est précisé. Donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. Dès lors que vous avez plus de 10 ruches, vous posez moins la question parce que vous passez sur un contrat professionnel, comme on a dit. Donc effectivement, le Ganagri en l'occurrence, par exemple, c'est un contrat tout en un qui va intégrer la responsabilité civile, les matériels professionnels, les ruches, mais également tout ce qui est bâtiment. Dans les bâtiments, on va distinguer les bâtiments propres à l'exploitation et les bâtiments habitation qu'on peut intégrer dans le contrat professionnel. Parce qu'effectivement, en général, l'exploitation concerne l'ensemble des biens immobiliers de l'exploitant. Donc il y a vraiment cette partie-là qui va faire le distinguo sur l'assurance des ruches et des machines. Donc effectivement, avec le Ganagri, l'assurance tout en un, vous choisissez les capitaux que vous voulez assurer, pour combien vous voulez assurer de matériel
professionnel, le cheptel également au niveau des abeilles, la valeur des ruches, etc., le nom, donc tout ça, ça se personnalise dans le contrat d'assurance. Oui, là c'est du cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas où vraiment on va personnaliser pour que l'assurance s'adapte vraiment à chaque exploitation. Ouais, bien sûr. Au niveau des dommages, ce qui va être couvert, donc ça va être effectivement tout ce qui est incendie, vol et risques annexes, donc les garanties dites classiques de tous les contrats d'assurance. Mais après, au-delà de ça, on va pouvoir rajouter des options, notamment par exemple le rééquipement à neuf. Si vous avez investi il y a peu de temps, effectivement, il y a toujours de la vétusté que l'expert applique lorsqu'il fait le chiffrage en cas de dommage. Ce rééquipement à neuf permet de gommer cette vétusté et du coup d'avoir une meilleure indemnisation. Ça fait partie une des options possibles. Vous avez ensuite effectivement tout ce qui va être dommage au bris de matériel. Donc là, pareil, si vous avez des machines spécifiques à assurer en casse, c'est des options qui existent et qui peuvent être rajoutées au niveau du contrat. D'accord. Au même titre que les dommages électriques, c'est souvent des options dans les contrats. En cas de surtension ou de court-circuit, ça permet effectivement d'assurer également vos machines pour ce genre de sinistre. D'accord. Ah oui, parce que sur les extracteurs et les machines qu'on a en professionnel, effectivement, en cas d'orage, il y a de l'électronique dedans. Voilà. Dès lors qu'il y a une surtension, et puis les pièces parfois coûtant plus cher que la machine en elle-même, souvent les réparateurs déclarent qu'elle n'est pas réparable. Donc d'où l'importance d'avoir effectivement le dommage électrique, mais aussi le rééquipement à neuf pour avoir la meilleure indemnisation, comme on disait avant. D'accord. Et au niveau juridique? Au niveau juridique, il existe également ce qu'on appelle la protection juridique. On connaît tous en privé. Là, pareil, cependant, il faut faire attention. Pour les applis loisirs, il faut vérifier que la protection juridique couvre bien leur activité de loisirs dans les litiges. Voilà. Tandis qu'effectivement, dès qu'on passe sur le parti professionnel, il va falloir prendre cette option supplémentaire d'une protection juridique qui va couvrir les frais d'avocat en cas de litige, que ce soit avec un fournisseur, que ce soit avec un client ou même un salarié. Donc, tout ça, les avocats, c'est des frais assez importants en général dès lors qu'il y a une procédure. Ça peut être donc, voilà, ça chiffre vite, donc c'est aussi très important de se pencher sur ce point-là. D'accord. Pour le véhicule professionnel? Alors effectivement, si vous utilisez votre véhicule professionnel pour aller sur des foires, sur des marchés, faire le tour de votre rucher, il est important effectivement plusieurs choses déjà. D'assurer votre véhicule professionnel, mais également vérifier l'usage. Donc l'usage, vous avez différents usages. En général, pour le classique, vous allez être sur un déplacement privé et trajet. Cependant, il faut bien rajouter l'option usage professionnel pour que votre contrat vous couvre lors de ces déplacements professionnels. D'accord. Donc même moi qui ai un véhicule sur chez vous de toute façon, à titre privé, il faut que je précise aussi que je l'utilise pour les ruches. Tout à fait. Il faut effectivement que cette clause ou cette information soit dans le contrat pour vous couvrir dans ces moments-là. D'accord. Au-delà de ça, vous avez différents types de garanties. On connaît la responsabilité civile classique, la minimum. Vous avez le tiers collision ou le tout risque. Là aussi, il faut que vous choisissiez la formule qui corresponde à votre véhicule, à son âge, à sa valeur. Et effectivement, choisir là aussi des options si vous le souhaitez. On a plusieurs options qui existent. Il y a déjà toute la partie dépannage dans un premier temps, la panne 0 km. Ensuite, si vous avez besoin d'un prêt de véhicule, là aussi, chose importante à vérifier, c'est quel type de véhicule vous êtes prêté. Oui, vous avez aujourd'hui, vous avez une camionnette et demain votre assureur vous prête une Twingo, vous n'avez pas forcément, ça va être compliqué pour le matériel, pour tout ce que vous devez, même l'étal ou ce genre de choses pour les marchés, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose à vérifier sur votre contrat professionnel au niveau de quel type de voiture vous avez en véhicule de prêt. D'accord. Au-delà de ça, si vous transportez des marchandises professionnelles, vous devez intégrer la garantie marchandises transportées dans votre contrat. De base, dans les contrats d'assurance voiture, vous n'avez pas de matériel professionnel d'assurer. Là aussi, à vous de faire le calcul au niveau du capital à assurer. Et ce capital va être assuré, que ce soit en incendie, en vol ou en cas de dommage, en cas d'accident de la route. D'accord.
Et ça, c'est autant en tant que transport pour aller livrer un client, par exemple, que pour aller sur les marchés? Tout à fait, tout à fait. La marchandise transportée, dès lors que vous avez cette garantie dans votre contrat, elle est valable peu importe quel trajet vous faites. D'accord. Autre point aussi, si effectivement vous avez des stickers, des flocages un peu particuliers sur votre véhicule, oui. Tout cela aussi, il faut le chiffrer parce que c'est assurable. C'est des options spécifiques. Si votre voiture est épave demain, l'expert, lui, dans son chiffrage de base sur la valeur du véhicule, ne va pas chiffrer les investissements locaux que vous avez faits sur la voiture. Donc ça aussi, c'est une garantie spécifique. Et on peut couvrir tous ces stickers, c'est effectivement pour que vous puissiez réengager ces frais sur un nouveau véhicule. Parce que ça coûte vite cher quand même. Ça chiffre aussi vite, effectivement. Okay. Et on a évoqué tout à l'heure, vous avez posé des questions sur l'aléa climatique. Vous avez dit que là en ce moment c'est un petit peu compliqué pour répondre directement. Tout à fait. Il faudra certainement se revoir pour en parler, mais l'aléa climatique, en ce moment, il y a un changement au niveau de l'État. Est-ce qu'ils vont rendre cette assurance obligatoire, pas obligatoire? Alors là, ce sera plus pour la partie professionnelle. Hein. Les applis loisirs ne seront certainement pas soumis à cette réglementation-là. Mais en répétant que pour vous, appli loisirs, c'est moins de 10 ruches. Moins de 10 ruches, voilà. Donc dès qu'il y a 15 ruches, 20 ruches, ça commence Après, à être intéressant. Là, ça va vraiment être de la réglementation. Alors, si entre les 10 et les 50 ruches, c'est pas dit non plus que la personne soit soumise à cette obligation d'assurance au niveau aléa climatique. Mais voilà, il y a beaucoup de choses pour parler avec l'État. Ils sont en train de réfléchir comment faire. Donc, il y a plein de changements sur ce sujet. Mais l'aléa climatique a son sens, effectivement, quand même, il faut le rappeler, pour garantir effectivement l'exploitation. Les ruches, en l'occurrence, et les abeilles, en cas de détérioration suite à la grêle, au gel, aux tempêtes. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc cette assurance a son sens, elle a un coût non négligeable, c'est vrai, mais elle a son sens et effectivement, il ne faut pas la mettre de côté. Oui, comme les paysans pour couvrir leur culture, par exemple, etc. Tout à fait. On voit bien que ceux qui n'ont pas les moyens de les assurer derrière, quand il y a un problème, c'est ça. Oui, la très lourde. Perte d'exploitation est énorme, oui. Très bien. Je voulais aborder aussi le sujet des retraites, parce que j'ai vu qu'avec les manifestations avec les agriculteurs, les applis sont dans la même, considérées comme les mêmes exploitations agricoles en fait. Donc au niveau des retraites, c'est catastrophique, tout comme les revenus. Donc je pense que c'est important aussi de prendre des assurances à ces moments. Tout à fait. Vous avez, alors il y a deux choses. Vous allez avoir les applis loisirs qui vont avoir peut-être un statut de salarié au niveau du régime social, et vous allez avoir les applis professionnels qui, eux, vont vraiment dépendre du régime agricole. Il est vrai que le régime agricole est beaucoup moins favorable que le régime des salariés. Ceci dit, les deux sont concernés par une perte de revenus une fois à la retraite. Oui, bien sûr. Donc un exploitant agricole, lui, va avoir entre 850 et 1000 euros par mois une fois à la retraite. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que ce revenu, cette retraite, va permettre de payer les restes des traites, même si la résidence principale est payée et que l'exploitation vendue, est-ce que ça suffit pour vivre? Est-ce que ça suffit pour payer peut-être les études encore des enfants, ce genre de choses? Donc c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser, et en fonction de ça, en fait, il va falloir choisir le montant à mettre. Donc ça, c'est des estimations qu'on peut faire. Si vous versez tant et tant pendant X années, vous allez avoir ça en complément. Donc ça, c'est vraiment aussi en fonction de la trésorerie qui reste au niveau de l'entreprise et au niveau personnel pour ceux qui ont un statut de salarié. Mais effectivement, ces contrats retraite permettent de mettre de côté pour la retraite tout en défiscalisant. La loi Pacte, qui est sortie, qui a été mise à jour en tout cas en 2020, permet autant aux salariés qu'aux exploitants agricoles de défiscaliser tous les versements qui se font sur le contrat retraite. D'accord. Donc à titre privé, on va déduire des impôts privés quand on a le statut de salarié. Quand on a le statut d'exploitant agricole, on va déduire ça des charges sociales et donc du bénéfice. Okay. L'idée, effectivement, pour les exploitants agricoles, c'est souvent de réduire le bénéfice pour éviter des taxations. Oui, comme tout entreprise. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ce contrat retraite permet de pouvoir réduire le bénéfice tout en mettant de côté pour sa retraite. Et là, c'est bénéfique parce que c'est l'exploitation qui paye pour l'exploitant.
Donc là, effectivement, sur la retraite, il y a un vrai sujet. Ça, c'est une étude à faire avec son assureur pour déterminer le montant, etc. Mais il y a un réel avantage, effectivement, pour les exploitants et les salariés d'ouvrir ce contrat retraite qu'on appelle aujourd'hui les PER, fonds d'épargne retraite. D'accord. Maintenant qu'on a parlé retraite, je pense que la suite, c'est aussi de parler un peu de la santé. Effectivement, la santé, c'est un réel sujet également en ce moment. Les frais de santé étant aussi en constante augmentation. Notre régime social de base, en tout cas qu'on soit toujours pareil, soit salarié au régime Alsace-Moselle, soit exploitant au régime agricole, tout n'est jamais pris en charge par la sécurité sociale. Oui. En France, on a de la chance quand même par notre régime qui nous couvre de manière relativement correcte. Ceci dit, il peut y avoir des trous de garantie et la complémentaire santé aujourd'hui est importante justement pour éviter le reste à charge, que ce soit au niveau soins courants, optique, dentaire ou hospitalisation. Donc, alors là aussi, ça va dépendre des contrats. Ça ne va pas forcément effacer tout le reste à charge parce qu'il y a certains soins, je pense notamment aux dents, où on peut prendre des complémentaires santé avec des formules très élevées, que ça ne couvrira pas forcément la totalité des soins. Par contre, effectivement, en fonction des formules choisies, ça peut diminuer de manière très importante le reste à charge au niveau des soins que vous avez. On prend l'exemple du GAN Santé, par exemple, le contrat qu'on propose pour nos clients, où en fait, vous avez la possibilité de personnaliser en fonction de vos besoins les formules de garantie. D'accord. Par exemple, plus les dents ou voilà, plus les lunettes tout à fait. On va avoir 3 volets. Il va y avoir le soin courant, qui va être les consultations chez les médecins, chez les spécialistes, les radios, ce genre de choses. Le deuxième volet, qui est donc tout ce qui est optique dentaire. Et le troisième volet, qui va être tout ce qui est hospitalisation. Je ne suis pas obligée de prendre la formule, par exemple, 3 sur les 3 volets. Je peux très bien me dire, moi je ne consulte pas de spécialiste, mais par contre je porte des lunettes. Je vais du coup choisir une formule élevée pour les lunettes, mais une formule médium, moindre, pour les soins courants, parce que j'en ai pas besoin. Et là, au final, ça permet effectivement d'adapter la cotisation en fonction de vos besoins. C'est toujours un peu du cas par cas, comme du cas par cas. Depuis le début qu'on échange, en fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir personnaliser au final sa complémentaire santé. Là aussi, ça dépend des compagnies, il faut faire le point de temps en temps. Mais ce contrat est effectivement évolutif. Ça veut dire que si demain vous avez plus de soins parce que vous consultez plus de spécialistes pour X ou Y raison, à chaque date d'anniversaire, vous pouvez très bien remoduler et réaugmenter les garanties. Mais en fait, il faut surtout avoir en tête, parce que beaucoup d'exploitants agricoles ne se couvrent pas eux-mêmes, ils vont beaucoup assurer leur matériel, etc. Mais beaucoup n'ont pas d'assurance correcte pour eux en tant que personne. Et là, donc, il faut avoir 2 choses en tête. La complémentaire santé qui va vraiment couvrir les frais de soins. La carte vitale ne paye pas tout, donc très important d'avoir une complémentaire. Mais il y a aussi la partie prévoyance. Et souvent, on a un amalgame parce qu'on pense qu'effectivement, la complémentaire couvre, même si on est en arrêt de travail, etc. Pas du tout. La complémentaire, uniquement frais de soins, prévoyance, les arrêts de travail. Là aussi, qu'on soit salarié ou exploitant agricole, c'est des régimes et c'est des remboursements différents de la sécurité sociale, mais la prévoyance a son sens pour les deux. Parce qu'en tant que salarié, on n'a pas forcément la totalité de son salaire en fonction de la convention collective dans laquelle on dépend. Et alors, par contre, en tant qu'exploitant agricole, là, c'est sûr, en tant qu'exploitant agricole, quand vous avez ce statut, le mieux que vous pouvez avoir du régime social, c'est 30 € par jour. Donc, à peu près un peu moins de 900 € par mois. Donc là aussi, effectivement, au niveau de la rémunération, il y a une perte de salaire qui peut être couverte par un contrat prévoyance. Donc il faut bien dissocier les deux entre la complémentaire santé et la partie prévoyance. Voilà. Et dans la partie prévoyance, on peut faire des choses assez complètes parce que la partie prévoyance va couvrir le décès, l'invalidité et l'arrêt de travail. Donc c'est des montants en fait qui sont décidés aussi au cas par cas en fonction des revenus de chacun pour effectivement avoir, c'est surtout pour maintenir le pouvoir d'achat au final. Donc qu'il y ait une invalidité, arrêt de travail, vous allez
voilà, avoir un pouvoir d'achat similaire grâce à la prévoyance. Mais au-delà de ça, il y a d'autres options. Si demain vous êtes exploitant agricole tout seul, que vous ne pouvez plus exploiter, il faut se poser des questions. Qui va me remplacer? Est-ce que quelqu'un va pouvoir me remplacer? Parce que si c'est un sujet, et voilà, il faut trouver et il faut payer. Si je ne peux plus travailler, qui va payer mon crédit pour mes investissements? Qui va payer les charges que j'ai au niveau de l'URSSAF et compagnie? Et donc là, il y a des garanties spécifiques en frais professionnels où on peut déterminer de combien au niveau pro, cette fois, vous avez besoin par mois pour que votre exploitation survive, en fait. Ouais, c'est important parce qu'on peut vite se retrouver dans la difficulté. Oui. On sait comme c'est tendu tous les mois. C'est ça. Voilà, donc, c'est ça. Vite, hein. Alors, on sait très bien qu'un incendie peut dévaster une exploitation et que voilà, tout peut être détruit. C'est pour ça qu'il existe les assurances dommages aux biens, perte d'exploitation, ce genre de choses. Mais quand l'exploitant, la personne ne peut plus exploiter, là aussi, ça peut mettre en péril une exploitation. Et s'il n'y a pas cette prévoyance, effectivement, ça peut être un désastre pour l'exploitant. Ça peut aller très vite. C'est ça. Au-delà de ça, il y a toute la partie, alors ça c'est pour les plus grandes structures, mais on peut choisir des options pour la transmission de l'exploitation à un associé en cas de décès, parce que pareil, en cas de transmission, en cas de succession, il y a des frais, ça a un coût. Si l'autre associé n'a pas forcément les moyens de payer ou de racheter tous les frais divers, ça peut être problématique. Donc il y a des options qui existent pour ça, pour protéger les enfants, des rentes éducation, des rentes conjoints. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place pour sa prévoyance. Okay. C'est intéressant. Et là aussi, en fonction du statut, il y a cette fameuse loi Madelin qui existe. Et la loi Madelin permet de défiscaliser au niveau de l'entreprise la santé et la prévoyance. Donc ça peut être quasiment une charge transparente pour l'exploitant qui le rentre dans ses charges et qui finalement déduit des impôts. Enfin, comme voilà. la cotisation retraite. C'est ça, tout à fait. D'accord. Ok. Bon, Doriana, merci pour tout. Merci à vous d'être venu. D'avoir consacré le temps surtout, parce que avec un plaisir. Petit peu de préparation. Oui, avec grand plaisir. C'est gentil à vous. Et puis dès qu'on en sait un peu plus sur les aléas climatiques, on refera un petit point, un petit zoom là-dessus. Voilà. Pas de soucis, sans plaisir, et puis on fera un petit aparté là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, moi j'espère que ce que vous avez vu avec Doriana, c'était intéressant pour vous. Moi j'aimerais déjà surtout la remercier, parce qu'il y a passé énormément de temps quand même à tout préparer. Faire des vidéos, c'est long, c'est de la préparation. Donc un grand merci à elle. Si dans les commentaires vous la remerciez, je pense que ce serait vraiment très sympa de votre part aussi. Et si vous voulez plus d'informations ou d'autres renseignements, je vous mets ses coordonnées en description. Après, c'est vous qui voyez. C'est pas du tout une vidéo commerciale. Elle a accepté de le faire parce que le projet de la chaîne l'intéresse. Et puis on se connaît un petit peu. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa de sa part. De sacrifier autant de temps, de préparer tout ça. On y a passé quand même un après-midi. Que moi je passe du temps pour mes vidéos, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi et ça me plaît. Mais elle n'était pas obligée de le faire, vraiment, comme dit, elle l'a vraiment fait par sympathie et par rapport à la chaîne, parce que ça lui plaît qu'on défende le miel français et tout le travail que ça représente derrière. Donc encore un grand merci à elle. Et puis merci à vous pour vos commentaires aussi sur le frelon asiatique et les semences de l'épisode dernier. J'ai bien pris note des choses, donc c'est très gentil à vous. Le jour où j'en ai réellement, je pense que là j'ai mes éléments. Au niveau des semences mellifères, je suis en train de regarder des choses, je suis en train de discuter aussi avec mon ami agriculteur chez qui je mets les ruches là, pour voir si je peux pas faire des bandes de fleurs aussi chez lui. Maintenant que la jachère apparemment ce serait en train de changer, donc peut-être qu'on pourrait faire des choses, mais là il faut qu'on arrive à se voir incessamment sous peu, et lui il a bientôt la préparation des sols pour les semis de printemps. Et puis moi je vais être en pleine saison apicole, donc on va avoir un petit peu de mal à se voir, mais bon. Autour d'une bière, je devrais y arriver, on va se trouver un moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Et puis, je vous dis à la suite. Allez, salut!